À l'heure où verdit le bâtiment, je t'écouterai. Bienvenue dans Le Marteau dans l'oreille, le premier podcast pour un bâtiment plus beau et plus écolo. Je suis Magali de Novatech INF4 et je vous accueille pour ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler du BIM et des PME. Trop coûteux, trop compliqué à mettre en place, pas les compétences, incertitude sur le devenir des données. Le BIM peut générer une anxiété qui freine sa généralisation. Si les prémices du BIM remontent aux années 70 avec le système de description du bâtiment de Charles Eastman, force est de constater que de nos jours, les TPE et les PME sont encore très loin d'avoir opéré leur transition numérique, au risque de passer à côté d'avantages significatifs en termes de délai, de coûts mais aussi de performance. Pourquoi le BIM effraie-t-il tant les petites et moyennes entreprises ? Leur transition numérique n'est-elle pas une des clés de la transition énergétique et environnementale du bâtiment ? Puisque seul, on ne va pas forcément plus vite et qu'ensemble, on va assurément plus loin. Je reçois aujourd'hui 3 invités avec qui nous allons bousculer les idées reçues. Anne Magnier, consultante BIM qui travaille avec le plan BIM 2022 en lien avec les TPE, PME et BIM Influenceuse 2020. Bonjour Anne. Bonjour. Éric Lerognon, président de BIMEO, une start-up qui déploie des outils numériques pour le bâtiment. Bonjour Éric. Bonjour Magali. Et Pierre Bourreau, chef de projet numérique chez Novatech INF4. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet avec un petit état des lieux du BIM pour les artisans aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une dynamique, une prise de conscience vers une utilisation du BIM ? Est-ce que toutes les PME sont concernées ? Alors, ce qu'on observe aujourd'hui sur le terrain, Magali, c'est que les TPE-PME sont encore loin du BIM, en fait, à part quelques précurseurs. Donc, on parle pas seulement des artisans, mais aussi TPE et PME. On rencontre quand même, heureusement, quelques précurseurs qui ont compris les enjeux. Mais alors, pourquoi ces TPE-PME sont aussi loin du BIM ? À mon avis, c'est certainement parce que le BIM ne fait pas partie de leur quotidien, dans le sens qu'il y a encore très peu de demandes, en réalité, très peu de marchés qui demandent du BIM. Je veux vous dire que même ceux que je rencontre et qui s'y sont préparés le regrettent. Et puis très souvent, ceux qui voudraient s'y mettre, s'y préparer, ne savent pas par où commencer. À mon avis, pour les TPE-PME, il y a une première étape essentielle qui est à franchir en fait sur le chemin du BIM, c'est la digitalisation de leur processus. Il y a aujourd'hui des outils numériques qui existent, qui peuvent les aider dans beaucoup d'étapes de leur travail, leur faire gagner du temps. Aujourd'hui, la société s'accélère, les contraintes réglementaires, environnementales se complexifient. Et c'est grâce à des bonnes pratiques numériques, des outils numériques pensés pour eux, qu'ils resteront compétitifs. Donc voilà, après, une fois que l'on passe à la digitalisation, on s'aperçoit qu'en fait, tous ces outils convergent vers une base de données unique. Pourquoi ressaisir dans un outil des informations et dans un autre d'autres informations ? Et que ça va nous faire gagner, cette base de données va nous faire gagner du temps de travail, de la qualité de travail. Et en fait, c'est la maquette numérique, cette base de données. Et puis, arrive l'aspect collaboratif, qui est essentiel également, parce qu'en effet, une fois qu'on a une base de données, pourquoi chacun devrait ressaisir les mêmes données chez lui ? Donc en fait, c'est plus intéressant que cette base de données, elle soit enrichie au fur et à mesure d'un projet, et puis que cette base commune, elle serve à tous. C'est le BIM. Éric, est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience un petit peu sur ce sujet ? Tout à fait. Moi, je côtoie beaucoup Anne et on réfléchit, on travaille ensemble. Donc, je valide complètement les propos d'Anne. Moi, je rajouterais que le BIM a été initié par des pouvoirs publics dans le cadre du PTNB, le plan de transition numérique du bâtiment. L'erreur, si je peux parler d'une erreur qui a été faite, c'est que c'est devenu quelque chose d'intellect. C'est devenu quelque chose d'ingénieur. Maintenant, quand on parle de BIM, il faut être Bac+5, BIM manager. Et ça fait peur aux TPE, ça fait peur aux PME, parce que derrière, ils entrevoient des coûts d'achat de logiciels, des coûts de formation, des coûts de recrutement. Or, le BIM, ce n'est pas ça. Le BIM, comme le disait Anne, c'est digitalisé, numérisé. Ça peut partir de choses très simples, de prendre une photo, de partager une photo, d'enrichir un tableau Excel, de partager un tableau Excel. Et ça, aujourd'hui, c'est le grand challenge avec le plan BIM 2022, c'est de faire redescendre cet esprit BIM des gros donneurs d'ordre vers les TPE, PME pour qu'ils se l'approprient. Ouais, si je peux me permettre, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que l'esprit aujourd'hui, c'est plutôt d'adapter les outils numériques à l'usage des praticiens, donc des PME, TPE,
plutôt que l'inverse, de leur vendre des choses dont ils n'auraient pas l'utilité. En gros, voir le BIM comme une maquette 3D ultra complexe que l'on ne peut manipuler qu'avec des logiciels qui ont 10 000 fonctionnalités dont on n'aura pas l'utilité, c'est voué à l'échec. Pour les entreprises, ça n'a pas de sens. Il faut, à l'inverse, avoir des outils qui sont cohérentes avec la pratique quotidienne de ces entreprises. Et comme vous disiez, il s'agit juste de capter de la donnée, de l'échanger avec d'autres et du coup de numériser ce processus qui est peut-être déjà fait aujourd'hui par d'autres biais, par le papier ou par d'autres, selon d'autres formats. Donc en gros, l'outil numérique, il est là un peu pour standardiser ces échanges d'informations entre les entreprises, mais il faut essayer de démystifier le BIM comme un outil complexe et de maquette 3D trop riche. Je suis complètement d'accord, Pierre, parce qu'on a fait une expérimentation justement dans le cadre du plan BIM 2022, le DCE BIM pour tous, le démonstrateur olympique. Et en fait, on s'est aperçu que ceux qui se sont bien appropriés la maquette numérique, ce sont les peintres. On a 3 entreprises de peinture, petites TPE, qui en fait ont compris l'intérêt. C'est ça vraiment, comprendre l'intérêt de cette base de données, en quoi ça pouvait leur servir d'aller rapidement chercher des quantités, voilà, des mètres carrés sur des pièces humides, des pièces sèches. Et en fait, on leur avait mis à disposition des tutoriels pour apprendre à manipuler les maquettes numériques. Alors ils ont complètement compris l'intérêt de la maquette numérique. Et c'est vrai que le retour, ça a été, oui, mais le logiciel était un peu compliqué. Si on doit s'y remettre plus tard, on va pas réussir. Par contre, qu'est-ce que ce serait bien si on avait une visionneuse spécifique à notre métier, c'est-à-dire on dit ce qu'on veut voir et on le voit. Mais en fait, la maquette numérique en elle-même, la manipulation n'était pas un problème. Et il n'y avait pas non plus ce frein de je sais pas faire, j'ai pas le temps, j'ai pas la formation. Elles avaient compris l'intérêt. Et une fois qu'elles avaient compris, elles ont fait l'effort de manipuler, d'apprendre avec les tutoriels. Et c'était juste en effet l'outil qui n'était pas adapté, pas suffisamment adapté à leur métier. Donc oui, on voit bien que l'outil est important et un outil métier, des fois, c'est ça qui peut permettre de décoincer justement le sujet. Alors c'est sûr qu'il y a énormément d'outils qui sortent. Je pense que le numérique autour du bâtiment est quelque chose qui est très actif. On le voit par l'ensemble des startups ou des entreprises qui investissent massivement dans les outils. La difficulté, ça va être de prendre le bon outil adapté à son vrai besoin et de ne pas mettre la barre trop haute, parce que on a vu pendant des années une sorte d'obligation d'achat de logiciels extrêmement techniques et en fait qui ne sont pas assez utilisés. Il faut pas utiliser du tout dans tel ou tel métier. Donc il est important de faire confiance à des outils qui vont arriver et qui arrivent. Je pense qu'on a en France une French Tech très active dans le domaine. Donc, je pense que à l'avenir, de plus en plus, il y aura un outil adapté à chaque métier. Justement, c'était une question sur laquelle je souhaitais vous interpeller sur les manques justement. Donc, vous ciblez les outils. On parle d'outils ciblés, par exemple BIM Cloison pour les plaquistes ou BIMEO justement pour les diagnostiqueurs. Est-ce qu'il faudrait aussi des obligations réglementaires ? Est-ce que c'est une façon de rendre plus moderne le métier pour attirer de nouvelles compétences ? Quel est votre avis là-dessus ? Moi, je suis totalement contre l'obligation. Parce que l'obligation n'a, pour moi, jamais vraiment donné envie. Ça a créé des marchés, l'obligation. Je pense que obliger. Alors après, ça dépend où on met la barre de l'obligation, parce que on peut imposer qu'une donnée soit renseignée dans un fichier. C'est pas une obligation. Ça fait partie d'un cahier des charges. Je pense qu'on peut on peut imposer à ce qu'il y ait un cahier des charges très clair, très pragmatique et très exploitable. Ça, c'est le minimum qu'on puisse faire et que chacun puisse s'y retrouver en fonction de ses compétences, en fonction de son niveau de connaissance. Et c'est là le grand enjeu. Alors moi, je fais partie du CINOV également, on travaille sur le sujet. C'est de faire en sorte que l'ensemble des documents BIM soient exploitables pour toutes les entreprises, comme le disait Anne tout à l'heure, le peintre, le plaquiste, et qui soit pas noyé par une masse d'informations pour lesquelles il n'a pas d'utilité. Alors moi, je vais rebondir sur ce qu'Éric a dit, ou Pierre, comme tu veux. Vas-y, Yann.
Donc, par rapport à l'obligation, moi je rejoins Eric. En effet, il faut certainement obliger par, en fait, mettre des obligations plus en termes de résultats, en termes de, par exemple, oui, quand on fait du BIM, on fait du BIM, mais qu'un cahier des charges censé, un cahier des charges, concret, faire du BIM pour faire du BIM, ça sert à rien. Ce qu'il faut vraiment, c'est que l'aspect réglementaire soit plus, l'obligation soit plus. Donc, si vous faites du BIM, par exemple, à la fin, le résultat finalement de la première phase, la phase de conception, qui est un DCE BIM, que ce DCE BIM, vu qu'il y a de la donnée dans la maquette numérique et que vous l'avez structurée, qu'elle sorte de façon à ce qu'elle serve les entreprises. Et donc, c'est-à-dire qu'elle serve, et dans un cercle vertueux, qu'elle serve aussi le maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, parce que les réponses des entreprises seront plus structurées, seront de meilleure qualité. Donc, le maître d'ouvrage va s'en sortir au niveau prix, la maîtrise d'œuvre va s'en sortir au niveau de la comparaison des offres. Donc, c'est sûr que, par exemple, dire, le DCE doit sortir de qualité pour que les entreprises, elles perdent moins de temps, aller fouiller un DCE, aller chercher des pièces, aller chercher des données, à vérifier que finalement les données sont pas cohérentes dans le dossier. Il y a une véritable perte de productivité pendant cette phase-là. C'est sûr que l'obligation, elle doit plus porter, sur le résultat, plus que, faut faire du BIM. Parce qu'une obligation, faire du BIM, on en voit tellement du BIM qui, finalement, on fait du BIM pour du BIM. Et en fait, si on rajoute de la complexité sur la complexité, et c'est aussi pour ça que les TPE, PME n'y vont pas. Ouais. Exactement. Alors, je pense que justement, si on passe par une obligation et par cette logique de faire du BIM pour faire du BIM, encore une fois, on va dire directement droit dans le mur, parce que les gens vont voir ça comme une contrainte. Ils vont voir ça comme une contrainte plutôt que comme un bénéfice qu'ils vont pouvoir tirer du travail sous ce format BIM. Il faut éviter d'aller dans cette direction-là, mais plutôt essayer aussi d'une manière pédagogique de montrer quels sont les bénéfices que chacun pourra en tirer. Et effectivement, que ce soit la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, l'ensemble des acteurs qui travailleront autour de la maquette, tout le monde a des bénéfices potentiels à tirer d'un travail sous une maquette. Et par exemple, si on prend le cas d'une rénovation, si on connaît déjà le bâti, parce que on a correctement numérisé le bâtiment au préalable, qu'on sait exactement comment il est constitué, etc. Je veux dire, le travail de rénovation, il va forcément se retrouver accéléré. On va éviter de rencontrer des erreurs pendant qu'on va faire l'acte de rénovation. Donc, à partir de là, forcément, il y aura des gains qui vont venir. Voilà, ça, c'est des exemples sur lesquels je pense qu'il faut essayer de continuer à expliquer, et à démontrer que on a de gros potentiels via l'utilisation d'outils numériques. Ouais, je pense que plutôt que de parler d'obligation, je parlerai de cas d'usage, parce que le BIM, en fait, il peut être utilisé dans tellement de cas différents que chaque cas est particulier. Je prendrai juste un cas qui est très d'actualité. Vous savez que la réglementation environnementale, la RE 2020, arrive, mais ça, c'est naturellement que le BIM va s'imposer, parce que c'est une logique de non-saisie des données entre l'architecte, le bureau d'études et l'économiste, et que si les entreprises ne digitalisent pas leurs process, comme le disait Anne en début d'introduction, mais ils vont perdre beaucoup de temps. Et en fait, là, de ce fait, le BIM devient un gain. Et on ne parle plus de BIM en coût, mais de BIM en gain. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut changer ce discours de dire le BIM, ça coûte. Non, le BIM, ça gagne. Et il faut identifier tous les cas d'usage sur lesquels le BIM peut faire gagner de l'argent. Justement, est-ce que c'est un véritable avantage concurrentiel, le BIM, pour les TPE et les PME? Est-ce que ça peut en être un, du moins? Je pense que le BIM structure les process, et en structurant les process, crée des relations de fidélisation avec leurs clients, avec leurs partenaires. Une équipe qui s'organise autour du digital, qui crée des relations, qui utilise des outils, que ces outils parlent entre eux, on peut être garanti que cette équipe, elle est dans la durée, elle va prendre des marchés, elle va s'améliorer,
et elle va gagner de l'argent. Donc, par ce biais, la digitalisation des processus est un fort avantage pour les entreprises qui iront dans ces processus. Ouais, je suis d'accord, Eric. C'est un gage de fiabilité, de qualité. Donc, évidemment, c'est un avantage concurrentiel. Le client va nécessairement se diriger plus vers une entreprise dans laquelle il a confiance et avec lequel il sait que voilà le travail est de meilleure qualité, les documents reçus sont plus fiables, plus cohérents. Donc, c'est en effet c'est un bénéfice pour l'avantage pour le côté concurrentiel. Juste par rapport à cet aspect commercial, c'était le témoignage d'une entreprise avec qui j'étais en contact en banlieue toulousaine. Et donc lui, il a fait cette démarche de passer au BIM, c'est un chauffagiste, il a fait cette démarche de passer au BIM. Il me disait, mais quand je vais chez mes clients et que qu'ils peuvent visualiser aussi ce que je fais, alors ça c'est un peu bête, mais en tout cas ça il y avait un côté un peu waouh aussi et du coup un aspect moderne qui ressortait aussi envers ses clients. Et du coup oui, il disait c'est quand même un avantage commercial. Il y a un petit effet qui percute aussi pour les clients que l'on va voir. Alors moi j'ai l'expérience, j'ai côtoyé, mais je pense que Anne connaît une entreprise qui il y a déjà 5 ans, qui à Laval faisait la promotion. C'est une entreprise qui fait des salles de bain, équipement de salles de bain. Vous savez que les vendeurs de salles de bain ont un showroom qu'ils doivent refaire tous les ans parce que tous les ans la gamme elle change. Et cette personne avec les compétences sur Laval que l'on connaît par le Laval virtuel s'est fait accompagner pour créer une boîte virtuelle et il emmenait ses clients dans cette boîte virtuelle pour présenter la salle de bain du client avec ses modèles. Il est passé d'un taux de transformation de 40% de ses devis à 95%. Mais il a une rentabilité qui est exceptionnelle. Et ça, c'était un témoignage il y a 4 ans d'une entreprise qui avait compris que à son niveau, le digital pouvait lui faire gagner beaucoup. Je vois que notre podcast n'a jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui. Avec j'entends que vous avez des travaux à côté de vous, Eric. Voilà, le marteau dans l'oreille. Oui, écoutez, ça fait partie du bâtiment, hein, c'est ça. Exactement. Ça nous met en immersion. On vient d'évoquer donc les avantages concurrentiels et économiques, mais d'un point de vue environnemental. Inclure les artisans dans le BIM, par exemple sur la rénovation où on trouve énormément de TPE et de PME et dont on sait que c'est un enjeu majeur. Est-ce qu'on peut attendre une réduction des délais, une accélération de rénovation du parc? Et est-ce que les bâtiments seront-ils vraiment plus performants? Alors moi c'est un domaine sur lequel on a depuis 3-4 ans travaillé chez Bimeo puisqu'on a déployé un outil de captation de la donnée qui passe par les plans. Aujourd'hui, la rénovation est un enjeu très fort économiquement parlant pour les entreprises. On le voit avec toutes les aides et les incitations qu'il peut y avoir autour de la rénovation. Et aujourd'hui, il existe des moyens pour numériser et pour apporter un process à l'identique que le process du neuf pour engager la rénovation et faire en sorte que l'ensemble des acteurs puissent être attachés à une base de données partagée. Oui. Je pense qu'on a déjà aussi évoqué un petit peu les sujets autour de la RE 2020 sur cette partie environnementale, mais effectivement, alors je sais que Eric aussi avait fait des expérimentations en lien avec une autre entreprise française, Perenou, qui fait de la simulation thermique. Et pour montrer aussi comment on peut numériser un bâtiment avec la solution Air2Build de Bimeo et ensuite passer dans le moteur de calcul de Perenou. Donc ça, c'est des exemples justement aussi avec des entreprises françaises qui font du développement numérique, comment on arrive à accélérer certains process et s'attaquer à ce vaste sujet qu'est la rénovation. Nous, de notre côté, à Nobatech, on coordonne aussi le projet européen BIM Foren. Et tout l'enjeu est justement de voir comment un package d'outils numériques peut permettre aux entreprises de mieux numériser le bâtiment
et surtout de voir que la maquette numérique, enfin un modèle BIM en rénovation, il a vraiment du sens parce qu'on peut explorer plusieurs options de rénovation. On peut les simuler selon plusieurs critères de coût, critères énergétiques, critères carbone, confort, etc., etc. On peut aussi visualiser à quoi ressemblera le bâtiment final. Donc il y a aussi des gains potentiels très très forts dans l'utilisation d'outils numériques pour la rénovation énergétique. Donc oui, nous en tout cas, à Nobatech, on y croit fort pour le déploiement de ce genre d'outils pour accélérer la rénovation. Je pense qu'il y a une structuration des différents acteurs qui interviennent dans le bâtiment actuellement. On sait que dans la vie d'un bâtiment, il y a un certain nombre de personnes qui connaissent plus ou moins bien le bâtiment, et il y a entre autres une population qui sont les diagnostiqueurs. Les diagnostiqueurs sont aujourd'hui au centre de l'acquisition de la donnée parce que ils doivent réaliser des diagnostics obligatoires, les DPE, les diagnostics, et que ils ont compris qu'il faut qu'ils changent leur méthode de travail. Et aujourd'hui, ils sont sur des captations assez anciennes, sur le papier, et de plus en plus, ils se transforment vers le digital. Toutes les entreprises de diagnostic sont en train d'approfondir la façon d'acquérir la donnée pour ensuite la partager, la transférer dans des outils de calcul et en être au cœur de cette donnée. Donc, le diagnostiqueur est un BIM capteur, on va dire, pour la rénovation. Juste, je voulais aussi dire au-delà de la rénovation, je pense qu'il y a d'autres enjeux même sur la partie sur les défis environnementaux liés au bâtiment. Mais justement, quand on parle des diagnostiqueurs, un diagnostic ressources pour faire du réemploi, je pense qu'il y a plein de cas d'usage en fait qui sont derrière les outils numériques. Il y a pas que la rénovation. Il faut pas se borner non plus à ça. Donc, je pense qu'il y a plein de choses. Et justement, pareil à Nobatech, on a d'autres sujets autour du numérique et du réemploi, avec le projet digital des constructions, par exemple. Donc il y a beaucoup de choses qui sont encore à inventer. Je pense pour accélérer les défis sur le numérique et sur la partie environnementale du bâtiment. Merci pour ces propos inspirants. On arrive déjà à notre dernière question et je vais me tourner d'abord vers vous, Anne. Pouvez-vous nous dire en 2 mots, pour vous, à quoi ressemblera le bâtiment de demain ? En 2 mots ou une petite phrase ? Allez, une petite phrase, ça marche aussi. Alors pour moi, le bâtiment de demain, alors c'est plus j'espère, je pense que ce sera une construction plus saine, moins polluante, et puis moins stressante pour les organismes, dans le sens où aujourd'hui on gère beaucoup d'informations, et j'ai envie de dire que ces réglementations en plus, et ces obligations environnementales en plus, c'est encore plus d'informations à gérer, plus de simulations à faire, plus de choses à penser. Et je pense que le numérique doit être une façon justement de réussir à retirer cette charge mentale de l'information, de la quantité de données à gérer. Donc voilà, je dirais plus sain, moins polluant et puis moins stressant. À vous, Eric, je vous pose la même question. Moi, je compare beaucoup le bâtiment à l'automobile parce que j'ai une carrière professionnelle où je suis passé par le monde de l'automobile, et pour moi, le bâtiment rejoindra la conception et l'exploitation de l'automobile, où en fait une automobile c'est quelque chose où on en est fier, on est content, on l'expose, on l'entretient, on met de l'argent pour la maintenir, la faire évoluer, et je pense que le bâtiment va prendre cette direction de permettre toute la vie de son exploitation, de le faire évoluer dans le sens que disait Anne, dans un sens environnemental, dans un sens confortable, et pour maintenir un cadre de vie plus sain. Et enfin, Pierre. Alors, je rejoins tout à fait les propos de Anne et de Eric. Et au-delà de l'aspect environnemental, en tout cas en lien avec l'aspect environnemental, moi j'espère que demain le bâtiment sera beaucoup plus structuré. C'est-à-dire que il y aura moins de perte d'informations, qu'on saura où sont les documents, qu'on saura où sont les données, et que du coup, l'ensemble des actions qu'on voudra faire sur le bâtiment sera simplifié parce que
On sera pas perdu dans ce qu'on a pour savoir à quoi ressemble réellement notre bâtiment. Merci Anne, merci Eric, merci Pierre. Merci beaucoup Magali. Merci à tous. Merci Magali. Osez le BIM et le numérique pour construire et rénover mieux et plus rapidement. Les TPE et les PME ont tout à y gagner. Une nouvelle ère pour le bâtiment s'est ouverte et il ne faut plus tarder. La transition énergétique et environnementale en sera la principale bénéficiaire. Alors, êtes-vous prêt à opérer votre transition ? Merci d'avoir écouté cet épisode rendu possible grâce au soutien de la délégation régionale académique à la recherche et à l'innovation de Nouvelle-Aquitaine. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode du Marteau dans l'oreille, votre podcast pour un bâtiment plus beau et plus écolo.